Je vous propose d'aborder de nouveau le sujet des ETF, non pas en passant par une vidéo fleuve qui vous expliquera le fonctionnement intégral des ETF. Aujourd'hui, j'ai pris le biais inverse, c'est-à-dire de prendre un sujet extrêmement précis avec les meilleurs ETF du SP1 500 éligibles au PEA et d'essayer de partir de cette base pour vous parler de certains aspects des ETF. Et les ETF du SP500 sont un cas extrêmement intéressant puisque normalement sur le PEA, il est impossible d'investir sur des sociétés américaines. Or, l'indice SP500 est l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. Avant de découvrir les 4 ETF que j'ai analysés, je vous rappelle que vous pouvez soutenir très facilement la chaîne d'Investissement Facile en mettant un like, en vous abonnant ou encore en mettant en commentaire l'ETF parmi les 4 qui vous semble le plus intéressant. Pour commencer, un ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est un fonds d'investissement qui va répliquer un indice. Donc, il ne va pas chercher à investir sur des sociétés qui vont faire mieux que cet indice, qui leur permet de proposer des frais qui sont extrêmement agressifs. On parle d'un facteur 10 sur les frais entre un fonds géré et un ETF de manière générale. Donnons un petit mot sur le PEA également. Je rappelle que le PEA, c'est une enveloppe fiscale disponible pour les résidents fiscaux français qui vous permet d'investir sur des actions européennes avec une fiscalité avantageuse. Si vous ne fermez pas votre poche d'investissement dans les 5 premières années, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt en passant de la flat tax seulement aux prélèvements sociaux. Donc, en passant généralement d'un taux de 30% à un taux de 17,2%. Un autre avantage du PEA, c'est que sa fiscalité arrive à terme, c'est-à-dire au moment où vous allez retirer de l'argent. Vous allez pouvoir optimiser votre boule de neige en n'ayant pas du frottement fiscal à chaque fois que vous allez faire un mouvement. Et donc ça, c'est quand même un gros point fort du PEA qui est bien souvent sous-estimé. Bref, passons maintenant à nos ETF, ces ETF qui vont répliquer l'indice SP500. Je rappelle que l'indice SP500, c'est l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines cotées. Cet indice SP500 est pondéré en fonction du poids de la société, c'est-à-dire que la plus grosse société va avoir un poids qui est plus important que la société la plus petite de l'indice. Ainsi, il faut avoir en tête que le top 10 des actions représentera forcément une part importante de votre investissement. Apple et Microsoft représentent à eux deux plus de 13% de l'indice SP500. Donc quand vous investissez 10 000 € sur l'indice SP500, vous aurez l'équivalent de 1 300 € investis uniquement sur ces deux sociétés. Avant de vous donner la liste et d'analyser ces ETF, je reviens sur cette histoire d'ETF qui ne devrait pas être là, parce que finalement, on ne peut pas investir sur des actions américaines. Par quelle magie on opère ça? C'est le fonctionnement même des ETF à réplication synthétique qui permet cela. Intuitivement, quand on parle d'un ETF, on pense que ce dernier va acheter les 500 valeurs détenues dans l'indice pour pouvoir répliquer sa performance. Alors ça, ce sont les ETF à réplication physique qui représentent une partie du marché. On a une autre partie du marché qui sont des ETF à réplication synthétique qui vont posséder d'autres actions que celles qui sont dans l'indice et va ensuite signer un contrat avec une entité externe, une entité financière externe qu'on appelle la contrepartie, avec laquelle on va échanger la performance entre ce portefeuille que l'on détient dans l'ETF et la performance du SP500. Ça permet de suivre au plus près la performance du SP500. Ce contrat d'échange de performance est appelé aussi régulièrement contrat swap. Il y a d'autres avantages à l'utilisation de ces ETF à réplication synthétique. Par exemple, on a des indices extrêmement larges qui vont avoir besoin d'être composés de plus de 1000 sociétés. Et en prenant un contrat de swap, ça simplifie puisqu'on a mécaniquement la performance qui sera échangée sans avoir à détenir plus de 1000 sociétés. Bref, l'utilisation d'ETF synthétiques a un réel intérêt, notamment dans le cadre du PEA, et vont ainsi nous permettre d'avoir les 4 ETF dont je vous parle tout de suite. Parmi ces 4 ETF, il y a 2 qui répliquent exactement l'indice SP500. Il y en a un qui réplique l'indice SP500 ESG+, et il y en a un qui réplique l'indice SP500 en étant hedgé. Le premier ETF sera le Lyxor PEA S&P 500. Cet ETF appartient à la société de gestion Amundi, puisque Lyxor a été racheté récemment par Amundi. Ça aura son importance dans le choix de mon petit chouchou à la fin de cette vidéo.
Les frais, ils sont de 0,15%. Globalement, je sais que la performance de cet ETF est très intéressante, même si c'est pas la plus intéressante parmi les différents ETF. Le deuxième ETF, ce sera le BNP Paribas Easy SP500, qui aura également 0,15% de frais et qui aura une performance qui sera peut-être la plus intéressante de notre échantillon parce qu'elle est légèrement supérieure à l'ETF Lyxor que nous venons de voir. Le gros avantage de cet ETF, c'est d'avoir un encours qui est très important avec plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. Ça veut dire que la pérennité de cet ETF est assurée et que c'est pour la société BNP un ETF tout à fait rentable. Le troisième ETF sera l'ETF sur l'indice SP500 ESG+, avec le Amundi PEA SP500 ESG. Alors, cet ETF était auparavant sur le SP500 sans cette notion d'ESG. Ses frais sont de 0,25% et on a presque 1 milliard d'encours sous gestion aujourd'hui, ce qui en fait un très bel ETF également. Les performances sont un peu différentes de ce que l'on peut observer sur les deux autres ETF qu'on a vus précédemment, mais c'est normal puisque ce n'est pas le même indice. L'ETF SP500 ESG+, est un sous-ensemble de l'ETF ESP500. Donc forcément, comme on n'a pas la même composition que le SP500, on a une performance qui est légèrement différente. En l'occurrence, si on regarde sur le long terme, la performance de cet indice est légèrement supérieure à celle du SP500, mais pas assez significative selon moi pour justifier l'achat de cet ETF. En dernier lieu, on a un autre ETF BNP Paribas Easy SP500, mais hedgé, c'est-à-dire que on est protégé contre la variation du taux de change. Déjà, cet ETF a des frais de 0,15%, il a un encours tout à fait honnête de 580 millions, mais malgré tout, on voit que ses performances sont bien en deçà des autres ETF, parce que, eh bien, le taux de change a été favorable ces dernières années. Mais je vais commencer à tirer mes conclusions à partir de cet ETF, parce que c'est celui que je vais exclure tout de suite de ma sélection. Cet ETF vous promet d'investir aux États-Unis sans être exposé à la monnaie des États-Unis. Moi, je trouve que c'est un non-sens d'un point de vue investisseur de se désensibiliser au dollar quand on investit aux États-Unis. À ce moment-là, si vous êtes trop sensible au dollar, eh bien, je pense qu'il est préférable de réduire un peu son enveloppe d'investissement sur les États-Unis plutôt que partir sur un ETF qui serait hedgé et dont généralement les frais sont plus importants que les autres ETF. Je tiens à souligner que ce n'est pas le cas pour cet ETF puisqu'il est également à 0,15% de frais. On va ensuite passer sur le deuxième ETF qui me pose quelques problèmes. C'est l'ETF Amundi SP500 ESG qui me pose des problèmes à cause de l'ESG. Parce que, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai ici. Mais lors du changement que l'on a eu sur l'ESG, en observant bien la composition des indices ESG, on s'aperçoit qu'il y a des choses complètement aberrantes. Il y a toute une notion de politique autour de cet ETF ESG dans laquelle je n'entrerai pas, mais qui, moi de mon côté, me fait fuir. En plus, les frais de cet ETF sont supérieurs aux autres ETF avec 0,25 versus 0,15%. Et enfin, il va me rester donc deux ETF, le Lyxor SP500 et le BNP SP500 non hedgé. Et je vais jeter mon dévolu sur le BNP Paribas pour deux raisons assez simples. Premièrement, parce que Lyxor appartient à Amundi. Ce que je vous explique dans la vidéo que j'ai mentionnée précédemment, c'est que Amundi est en train de faire du pur greenwashing et s'amuse à changer des ETF comme le Amundi qui était auparavant sur le SP500 et bien qui est passé sur le SP500 ESG, a vu en même temps ses frais augmenter. Ma confiance est un peu écornée envers Amundi et c'est pourquoi aujourd'hui je préfère l'ETF BNP Paribas. D'autant plus que Amundi est extrêmement présent au travers de sa marque Lyxor et au travers de sa marque Amundi sur le PEA, sur tous les autres ETF. Si je peux diversifier des porteurs d'ETF au travers de BNP Paribas sur le SP500, eh bien je le fais avec plaisir. D'autant plus que qu'il a les frais les plus faibles au même niveau que celui de Lyxor, qu'il a l'encours le plus important et qu'il a une performance qui est un poil meilleure que celle que l'on a sur le Lyxor. Bref, tout pointe en direction de l'ETF BNP qui sort grand gagnant de cette sélection. Voilà un petit peu pour ce comparatif. Si cette vidéo vous a plu, surtout mettez un max de j'aime sur celle-ci, ça va me permettre de voir s'il y a un réel intérêt pour ce sujet des ETF et des comparatifs d'ETF. Bref,
Merci d'avoir regardé la vidéo et à dimanche prochain avec un nouveau sujet.